Regardez cette île. À première vue, elle semble ordinaire. Il y a des bâtiments, des routes, des intersections. L'île porte même un nom. Fiery Cross. Et si je vous disais qu'il y a quelques années à peine, cette île ressemblait à ça? Il n'y avait rien, pas même l'île elle-même, seulement un récif corallien. Depuis plusieurs années, la Chine bat des records en matière de méthode, d'outils et de rapidité afin d'étendre son territoire en mer de Chine méridionale. Certes, d'autres pays font de même, mais leurs projets prennent des années. La Chine y parvient en quelques mois seulement. Sous les yeux du monde entier, une structure a émergé au milieu de la mer et elle est déjà surnommée la Grande Muraille de Sable. Comment la Chine y est parvenue? Je n'en suis pas sûr. Laissez-moi me servir un café et vérifier ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Un rappel très discret pour ceux qui oublient toujours de laisser un like. N'oubliez pas de le faire à la fin de la vidéo ou en cours de visionnage. La mer de Chine méridionale est un territoire particulier que plusieurs pays revendiquent. Il y en a 6 au total. La Chine, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et Brunei. Ainsi, la Chine n'est pas la seule à vouloir récupérer ces terres. Voici à quoi ressemble le récif de l'Hirondelle en Malaisie. Il s'agit d'une île artificielle située à 300 km au nord de la ville de Labuan. À l'origine, le récif a été construit pour la marine malaisienne, mais il a ensuite servi à la plongée sous-marine. Aujourd'hui, de nombreuses espèces peuplent ces eaux. En fait, c'est une réserve naturelle située à l'emplacement d'une ancienne base militaire. Certaines îles de la mer de Chine méridionale ont été construites et agrandies par le Vietnam, mais elles font pâle figure par rapport aux efforts de la Chine en matière de poldérisation. C'est pas la même échelle. Comparons, prenons les données de 2016. Le Vietnam a créé 48,5 hectares de terre, la Malaisie 28 hectares, les Philippines 5,6 hectares et Taïwan un peu plus de 3 hectares. En comparaison, les 1300 hectares de nouvelles terres de la Chine sont impressionnants. Bien sûr, beaucoup de temps a passé depuis la collecte de ces données et la superficie des terres artificielles de ces pays a augmenté. Mais personne ne peut suivre le rythme de la Chine. Cela dit, ne croyez pas que l'idée de construire des îles artificielles, ni même sa mise en pratique, soit nouvelle. Les anciens Égyptiens construisaient déjà des îles, tout comme les habitants du pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande. Les Aztèques, les Micronésiens et bien d'autres faisaient de même. Et malgré les efforts de la Chine, la plus grande île artificielle se trouve aux Pays-Bas. Elle s'appelle Flevopolder et elle a été créée en drainant 970 km² de terre à l'aide de digues, de barrages et de pompes. Oh, et pour info, l'aéroport international de Hong Kong est également situé sur une île artificielle. Elle couvre plus de 20 km², ce qui en fait la deuxième plus grande au monde. Passons en douceur à une question évidente. Pourquoi la Chine a besoin d'îles artificielles? Il y a longtemps, les îles chinoises en mer de Chine méridionale existaient déjà, mais la plupart d'entre elles étaient trop petites pour abriter de grosses constructions. Beaucoup de ces îles étaient des récifs coralliens qui ne servent à rien, à moins d'être un poisson bien sûr. En conséquence, la Chine s'est efforcée d'étendre considérablement ses territoires. La raison officielle de la création de ces îles était d'améliorer les conditions de travail et de vie des habitants des îles. Grâce à ces nouvelles infrastructures, pêcheurs et marins devaient bénéficier d'un abri, d'une aide à la navigation et de meilleures prévisions météo. Les pays voisins affirment que ce ne sont pas les vraies raisons, mais je n'entrerai pas dans les détails. La politique est un sujet délicat, laissons-la aux spécialistes. À la place, je vous apprendrai que les problèmes de la Chine liés à la pénurie de terre en lien avec sa forte population sont bien connus, et ce depuis longtemps. La superficie des terres agricoles chinoises rapportée au nombre d'habitants est inférieure de 40% à la moyenne mondiale. En 2011, des analystes ont souligné que le pays ne disposait pas de suffisamment de terres pour ses cultures et qu'il devait donc importer des produits tels que le soja. Mais la Chine est aussi confrontée à un problème d'espace qui touche les morts. Aussi étrange que ça puisse paraître, il y a 10 ans à peine, les prévisions étaient alarmantes. 3000 cimetières allaient manquer de place et bientôt, il deviendrait impossible d'enterrer les morts. Comprenez-moi bien, 3000 est le nombre total de cimetières dans tout le pays. Aux États-Unis, par exemple, il y en a 50 000.
Pour remédier au problème, le gouvernement a encouragé les gens à opter pour la crémation, ainsi que pour les enterrements en mer par tous les moyens possibles. Mais on en parlera un autre jour. L'important, c'est que la Chine a vraiment besoin de terre. Les morts n'ont pas besoin d'îles artificielles, bien sûr, elles sont réservées aux vivants. Et la Chine en fabrique. La construction est concentrée autour des îles Spratly, un groupe de petites îles et de récifs sous-marins situés près du centre de la mer de Chine méridionale. Sur les 7 récifs les plus intensivement exploités, les Chinois ont réussi à créer 13,5 km² de terre supplémentaire. Compte tenu de son ampleur, il n'est pas surprenant que le projet ait été officieusement baptisé Grande Muraille de Sable. Difficile de savoir à quoi ressemblent ces nouvelles îles, car il est pratiquement impossible de s'en approcher. Parmi les pays qui ont construit des îles en mer de Chine méridionale, seules les Philippines autorisent les étrangers à y pénétrer, et la Malaisie via son centre de plongée. Mais aucun journaliste n'est autorisé à accéder aux îles chinoises, même en insistant lourdement. Entrée interdite. On sait quand même une chose. Constitué à l'origine d'un peu de corail dépassant les vagues d'à peine 1 mètre, le récif de Fiery Cross s'est étonnamment développé, atteignant plus de 200 hectares, l'équivalent de 280 terrains de foot, ou de Monaco. Mais les îles ne comportent ni terrain de foot, ni cité-état bien sûr. En revanche, une piste d'aéroport de 3300 mètres de long a été construite sur Fiery Cross. Elle est suffisamment longue pour permettre aux avions de chasse et aux gros avions de ligne d'atterrir et de décoller. Il y a toutes sortes d'avions plus petits. Il y a aussi des barrages, un port en eau profonde, des routes, plusieurs terrains de tennis et de basket, des hôpitaux, des fermes, des installations radars et autres bâtiments militaires. On a également construit des réservoirs en béton sur les récifs de Subi et de Mischief, des hangars pour avions, des phares. En bref, on y a construit de tout, sauf des cimetières. Mais avant cela, les îles devaient être créées. Les premiers signes de construction ont été observés par un avion de reconnaissance P-8A Poséidon de la marine américaine. Dans l'avion, outre les militaires, il y avait un journaliste de CNN. C'est lui qui a vu les dizaines de navires chinois ancrés près des futures îles. Leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pendant des semaines pour extraire du sable et des pierres du fond de l'océan. Bien sûr, ce n'étaient pas des navires ordinaires, ils ressemblaient à ceux-ci. Ils sont appelés dragueurs et appartiennent à la flotte technique. Ces navires sont généralement utilisés pour les travaux de dragage et l'extraction de matériaux de construction non métalliques. En général, c'est exactement ce qu'ils faisaient, ils soulevaient le sable du fond. Ensuite, grâce à un système de tuyaux, il était envoyé sur l'île désignée, où ce sable de fond était utilisé pour créer de nouvelles parcelles de terre. Souvenez-vous des navires, on y reviendra un peu plus tard. Comprenez-vous déjà comment tout cela fonctionne ? Le sable du fond de l'océan s'accumule lentement au-dessus de la ligne de marée haute, et maintenant, au lieu de l'eau, nous avons de la terre. Ensuite, le sable est nivelé à l'aide de machines telles que des bulldozers, puis compacté, et une plateforme fiable pour la construction est créée. Une fois que la zone souhaitée est atteinte, les travailleurs installent des barrières autour de l'île pour arrêter l'érosion et les marées de tempête. Ensuite, la construction proprement dite des bâtiments et autres objets commence. La construction de la Grande Muraille de Sable s'est déroulée de fin 2013 à fin 2016. En 2015, plus de 810 hectares de nouvelles terres avaient été créés et en décembre 2016, la superficie avait atteint 1300 hectares. Quelques mots sur les navires qui extraient le sable des fonds marins. Ils combinent 2 méthodes de dragage essentielles, excavation et aspiration. D'abord, une lame rotative déloge les sédiments, qui sont ensuite aspirés dans un tuyau. Le sable est aspiré par une pompe capable de traiter tous les types de sols, du sable et du gravier, aux matériaux durs et fortement compactés tels que l'argile, les roches tendres et même les fines couches de roches dures. La pompe dirige tout ça vers d'autres pompes, puis un pipeline transporte le tout jusqu'au rivage, comme dans le cas des îles chinoises. Ou, si les matériaux ne sont pas utilisés immédiatement, on les charge sur une barge et on les transporte là où ils seront utiles. Ces navires permettent de chercher des minéraux utiles, de construire un port, de créer un réservoir, une étendue d'eau, ou bien sûr de construire une île. Ils peuvent tout faire. La Chine a utilisé des centaines de dragues et de barges, dont l'énorme drague automotrice Tianjinghao. Construit en 2009 en Chine, le Tianjinghao est un navire de 127 mètres de long qui est considéré comme le plus grand de ce type en Asie. Il peut déplacer 4500 mètres cubes de matériaux par heure, de quoi remplir 2 piscines olympiques.
Et c'est pas le seul navire utilisé, pas étonnant que l'île ait été créée si rapidement. C'est très bien de construire des choses, mais cette île a été créée sur un récif, et les récifs, comme vous le savez, sont très fragiles. Est-ce qu'ils ont survécu ? Pour former cette île artificielle à l'aide de 13,5 km² de matériaux, la Chine a dû démolir les récifs environnants et extraire entre 40 et 50 millions de mètres cubes de sable et de corail. Ça ne semble pas être le meilleur choix possible pour l'environnement. Des sédiments sont également rejetés en mer, formant des panaches qui peuvent étouffer la vie marine. Si on y ajoute les métaux lourds, le pétrole et autres produits chimiques provenant des navires et des installations côtières, bref, ça ne sent pas très bon. Et on ne peut pas évaluer précisément les dégâts car les chercheurs n'ont pas accès aux îles. Néanmoins, les informations dont on dispose ont de quoi inquiéter. Voilà ce qu'il reste des coraux après que les bateaux les ont détruits. Et voici un énorme coquillage naufragé qui gît parmi des coraux morts après la fin des opérations. À gauche, on peut voir des coraux dans leur environnement naturel, intacts. Et à droite, on voit les conséquences de la construction d'îles. Les experts affirment que les opérations de dragage tuent presque tout ce qui vit autour des récifs coralliens. En réponse, les autorités chinoises disent avoir commencé à restaurer les récifs détruits. Est-ce vrai ? Difficile à dire, car, oui, vous avez compris, accès interdit. Et les îles elles-mêmes ? Leur construction a demandé beaucoup d'efforts, mais est-ce qu'elles risquent d'être détruites ? Une combinaison d'erreurs de construction et de changements climatiques pourrait rendre ces îles artificielles instables. Compte tenu de la rapidité avec laquelle elles ont été construites, la qualité en a sans doute pâti. C'est pas moi qui le dis, certains experts en sont convaincus. Selon les rumeurs, le béton de ces nouvelles îles s'effrite déjà et leurs fondations deviennent spongieuses sous l'effet de l'environnement. En outre, les experts doutent que ces îles puissent résister à un super typhon. Bien entendu, il ne s'agit que de rumeurs, de théories et de spéculations. Aucune information fiable n'est disponible et ça ne risque pas de changer. Cependant, il existe bien un risque qu'une île artificielle s'effondre et s'enfonce dans la mer. N'oubliez pas que le niveau de la mer monte sans cesse. Récemment, je parlais d'un aéroport japonais, lui aussi construit sur une île artificielle. Depuis qu'il a ouvert ses portes et ses pistes en septembre 1994, il s'est enfoncé de plus de 11 mètres et certains ingénieurs pensent que d'ici 2056, l'île s'enfoncera encore de 4 mètres, atteignant ainsi le niveau de la mer. Il y a même des photos prises par mauvais temps. On peut voir que l'aéroport est déjà inondé. Il est possible de corriger le tir, mais ça coûtera cher. Le Japon a déjà dépensé plus de 134 millions d'euros pour construire une digue afin de sauver l'aéroport. Il continue de s'enfoncer, de 7 cm par an. Je me demande une chose, est-ce que la Chine a tenu compte de l'expérience de son voisin ? Qu'est-il prévu pour empêcher les inondations sur ces îles ? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en place ? Car l'eau en montant peut emporter le sable d'une île, comme ça se produit pour The World, l'archipel artificiel des Émirats arabes unis. Les fortifications des îles chinoises suffiront-elles à résister à la pression de la mer ? Il est temps d'aborder la question la plus importante. Est-ce qu'on peut construire des îles en pleine mer pour étendre son territoire à l'infini ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les pays peuvent revendiquer tout ce qui se trouve à moins de 19 km de leur littoral. Une nouvelle île dispose également d'un littoral, de sorte que dans un rayon de 19 km, tout est censé appartenir au pays qui l'a créé. Ça veut dire qu'avec chaque nouvelle île artificielle, le littoral s'agrandit et que par conséquent, le territoire du pays s'étend. En fait, pas exactement. Les conventions internationales stipulent que les structures sous-marines telles que les récifs ne sont pas considérées comme des biens. Ainsi, les structures artificielles construites dessus n'étendent pas le territoire d'un pays. Du moins dans le cadre de la législation actuelle. C'est subtil juridiquement, mais l'expansion des terres n'est pas toujours synonyme d'expansion du territoire national. Ainsi, on peut gagner sur la mer et construire des îles sur son territoire à volonté. Il est possible de combler tous les plans d'eau et même la mer dans un rayon de 19 km et de transformer la région en une grande plage. Ça heurtera les écolos ainsi que le bon sens, mais d'un point de vue légal, un pays a le droit de le faire. Mais si on construit des îles au-delà de cette zone, ça entraînera des conflits avec d'autres pays. Alors, ne faites pas ça. Encore une île. Des observations récentes montrent que la Chine semble planifier la construction d'une autre île artificielle en mer de Chine méridionale.
En mai dernier, les gardes-côtes des Philippines ont publié une vidéo montrant des coraux écrasés et accumulés en quantité suffisante pour modifier la hauteur des bancs de sable. Or, cette île hypothétique est située dans la zone économique exclusive des Philippines. Ça a provoqué un vif mécontentement. Le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti, mais il faudra patienter pour savoir ce qui se passe réellement en mer de Chine méridionale. Nouvelle méthode. En mai 2024, on apprenait que des scientifiques chinois avaient mis au point une nouvelle méthode de construction sur le sable corallien. Ils suggèrent maintenant de construire de grands tunnels sous chaque île. Mais pourquoi faire ? On pensait autrefois que le sable corallien mou de cette région était impropre à la construction souterraine. En fait, on pensait qu'il était impossible d'y creuser quoi que ce soit. Mais les fonctions des îles artificielles se développent, le personnel y est de plus en plus nombreux et les lieux de vie commencent à se faire rares. L'objectif est d'y remédier en construisant des structures souterraines. Et les scientifiques ne veulent pas seulement creuser des tunnels, mais créer de véritables lieux de vie souterrains. Enfin, ça ou des entrepôts, peu importe. Pas assez d'îles. En mars 2024, on a appris que Hong Kong prévoyait de construire de nouvelles îles artificielles. Oui, encore, il s'agit d'un méga projet de poldérisation près de l'île de Lantau. Si les choses se déroulent comme prévu, comparé à l'aspect actuel de la région, le résultat donnera ça. Voici à quoi ressemble la zone où les travaux sont prévus. Manifestement, il y a beaucoup d'espace disponible, pourquoi s'en priver ? Il est prévu d'y créer un troisième grand quartier d'affaires sur des îles artificielles d'une superficie totale d'environ 1700 hectares. Le coût du projet est estimé à 66,6 milliards d'euros. Si tout se passe bien, les îles pourront accueillir entre 400 000 et 700 000 personnes, et environ 200 000 emplois seront créés. Expansion sous l'eau. Construire sur l'eau, et pourquoi pas sous l'eau. La Chine travaille à la conception et à la construction d'une plateforme en eau profonde, habitable en mer de Chine méridionale. Il s'agira d'une station spatiale océanique installée à près de 3000 mètres sous la surface. Le projet est au deuxième rang des 100 projets scientifiques et technologiques prioritaires de la Chine. Si tout se passe bien, cette station habitable à long terme sera la première du genre à cette profondeur. Enfin, on verra. Eh bien, vous me devez un like. À plus.